partir du moment où on se pose la question de comment je peux contribuer à améliorer la société et que ça passe par les énergies renouvelables, il faut juste pas se poser la question, il faut foncer à fond dans le projet. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au boulot en collaboration avec Greenscale. Et oui, on remet ça cette année pour vous proposer des épisodes ensemble, un peu plus orientés RSE, un peu plus techniques, mais toujours très activables pour que vous puissiez agir tout de suite. Bonjour Océane et bonne année. Comment vas-tu ? Bonne année à toi aussi, Cassandre. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai la grande forme. Je manque vraiment pas d'énergie depuis la rentrée. Eh ben, ça tombe très bien parce qu'on va justement parler d'énergie aujourd'hui. Et plus précisément, on va parler des énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on peut s'approvisionner dans l'entreprise en énergie dite verte, voir comment on produit des énergies renouvelables sur site, et puis globalement, c'est quoi notre choix au milieu de toutes les énergies qui existent. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode. Puis vous retrouverez aussi dans quelques dizaines de minutes le témoignage de Charles Roland, un dirigeant d'entreprise qui a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de son entreprise et qui nous raconte son expérience pour que vous puissiez vous projeter aussi dans ce type de projet, que ça paraisse un peu moins lointain peut-être. On démarre comme d'habitude par les actualités développement durable dont on souhaite vous parler. Océane, c'est quoi le sujet que tu as choisi ? Alors, moi, j'ai choisi la nouvelle limite planétaire qui a été dépassée. Pour vous faire un peu l'historique, donc en 2019, une équipe de scientifiques de Stockholm Resilience Center a créé le concept de limite planétaire. Ils ont estimé qu'il y avait 9 limites, au-delà desquelles on peut assister à un changement d'état de l'écosystème planétaire. Il y en a 4 qui ont déjà été dépassées, donc ça, c'est fait. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore et les changements d'utilisation des sols. Et ils ont publié un nouveau rapport le 18 janvier et là, je les cite: «La production, de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 et devrait encore tripler d'ici 2050». On considère, qu'à l'heure actuelle, la masse totale, de plastique sur la planète, ça représente le double de la masse de tous les mammifères vivants. Et pourtant, 80 de la quantité du plastique, qui est produit reste dans l'environnement. Ouais, donc ça veut dire que nous, organismes du vivant, on est 2 fois moins nombreux que tout le plastique qu'il y a sur Terre déjà. On a produit 2 fois plus de plastique que nous-mêmes. C'est ça, ça fait assez peur. Pour vous dire, les 4 autres limites sont, l'acidification des océans, l'utilisation de l'eau douce, la dégradation de la couche d'ozone et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Et il y a une limite qu'on approche, fortement, c'est l'acidification, des océans. Voilà, on espère que ça n'arrivera pas trop vite. En tout cas, ça nous rappelle une fois encore, s'il était nécessaire, l'urgence d'agir, et puis d'agir sur tous les fronts en même temps. Donc voilà, chaque action compte. Bon, et de mon côté, j'ai choisi une actualité un peu différente et qui est très liée à mon métier dans la mobilité. Et ça concerne toutes les entreprises et ça peut donc nous aider à ne pas dépasser certaines limites planétaires. Voilà, on va se remettre dans l'action. Il s'agit de la sortie du titre mobilité. L'idée du gouvernement, c'est de créer une espèce de ticket resto des déplacements. Donc en fait, de la même manière que votre employeur, il finance peut-être une partie de votre déjeuner avec un ticket resto, eh bien il peut désormais financer une partie de vos déplacements personnels. Alors, c'est déjà une obligation si vous avez un abonnement de transport en commun ou un service vélo. Votre entreprise, elle vous rembourse normalement déjà au moins la moitié, donc 50% de votre abonnement. Et désormais, dans le cadre du forfait mobilité durable, votre employeur, il peut aussi vous indemniser si vous venez au travail à vélo, en covoiturage, si vous prenez des tickets de transport en commun ou d'autopartage. Et vous pouvez récupérer donc avec ce forfait jusqu'à 500 € par an, voire même 600 € si vous avez aussi si ça se cumule avec des abonnements de transport en commun. Donc ça peut se faire directement via un accord d'entreprise et ça fonctionne un peu comme une note de frais ou alors ça peut passer par le titre mobilité. Et le titre, ça se présente un peu sous la forme d'une carte de paiement avec un compte associé et vous l'utilisez pour payer toutes vos dépenses de mobilité, votre abonnement de transport, vos tickets de transport,
acheter du matériel vélo, payer votre covoitureur. Votre employeur, il peut aussi vous mettre l'indemnité kilométrique vélo directement sur ce titre. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui font déjà des efforts de mobilité durable, mais qui n'étaient pas récompensés. Et c'est aussi un super incitatif pour motiver tous vos collègues à venir au travail de façon plus durable. Et aussi pour ceux qui n'ont pas de transport en commun, c'est une nouvelle solution incitative qui leur est proposée. Là, c'est vraiment une super nouvelle et en plus la diversité de ce forfait-là, va permettre de, parer à tout le contexte et cetera. Ouais, ouais, complètement. C'est une bonne nouvelle pour reconnaître les autres modes de mobilité durable. Après ces actualités, on va se lancer dans notre thème du jour qui est donc l'énergie. Océane, tu as une actualité quand même à ce sujet pour ouvrir le débat. Oui, quelque chose de très, très chaud, ça vient de sortir. Donc le mercredi 2 février, la Commission européenne a accordé un label de transition aux centrales nucléaires et au gaz dans le cadre de la nouvelle taxonomie européenne. Donc cette taxonomie, elle a pour objectif de déterminer quelles sont les énergies considérées comme durables et de diriger les investissements et les aides. La taxonomie, je le dis parce que moi j'ai un peu galéré à comprendre, mais en gros, ça veut dire que l'Europe, elle fait une liste, elle classe les activités et elle décide de celles qui sont durables ou pas. Et donc l'enjeu, c'est que celles qui sont classées comme durables, elles vont pouvoir bénéficier de financement. Oui, et c'est ça justement qui a généré une grande polémique, avec d'un côté ceux qui ont poussé cette décision, la France, dont nous, la Pologne, la République tchèque, et ceux qui l'a décrit, dont l'Autriche, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne également. Donc les 4 prochains mois vont être assez décisifs puisque c'est le délai dans lequel le Parlement européen pourra rejeter cette proposition. Et ben on va en parler justement de toutes ces énergies. Alors, c'est quoi toutes les énergies qu'on peut utiliser? Alors, quand on parle d'électricité, par exemple, je vais vous faire une petite précision. L'électricité, c'est pas une énergie en soi, c'est un vecteur d'énergie. Donc, c'est pas une source d'énergie. Donc, il faut remonter à comment est-ce que cette électricité va être produite. Donc, on va aller voir un petit peu toutes les sortes d'énergie. On va commencer par celle qu'on apprécie d'abord, les énergies renouvelables. Comme son nom l'indique, ce sont des énergies qui ne sont pas inépuisables. On retrouve dedans, l'énergie hydraulique, qui est beaucoup développée en France avec nos nombreux barrages, l'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, ce qui provient donc de la lumière du soleil, comme avec les panneaux solaires, l'énergie éolienne qui utilise la force du vent pour créer l'électricité et enfin l'énergie géothermique qui exploite la chaleur de la terre en faisant passer un fluide souterrain et qui se réchauffe. Quand on va la chercher à peu de profondeur, entre 4 et 10 mètres par exemple, c'est en fait de l'énergie solaire qui est stockée dans le sol. Ok. Et donc ça, c'est les énergies dans l'idée qu'on a envie de privilégier. C'est ça. En fait, c'est des énergies qui impactent moins l'environnement parce qu'elles n'émettent pas de gaz à effet de serre. Par contre, il faut quand même garder en tête que c'est pas des énergies sans impact, étant donné que pour les exploiter, on va devoir produire. Par exemple, on va produire des panneaux solaires, on va produire pour construire des barrages. Donc, par exemple, les panneaux solaires, il peut avoir des impacts au sujet de l'exploitation des matières, la difficulté du recyclage, etc. Ok, c'est des énergies qu'on appelle propres, mais elles ont quand même des impacts lors de leur création. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on aborde une énergie particulière qu'on appelle la biomasse. En fait, il s'agit de toutes les matières qu'on considère biodégradables, qu'elles soient végétales ou animales. Par exemple, on appelle bioénergie l'utilisation du bois pour se chauffer. Ou alors, on a la combustion de nos biodéchets. Ça, c'est de la biomasse aussi. On ne considère pas tout à fait que ce soit une énergie renouvelable parce qu'il suffit qu'on surexploite les ressources, et là, par exemple, je parle de forêt, pour qu'on se retrouve sans possibilité d'en produire. Ouais, donc il y a une juste mesure à trouver dans l'utilisation de la biomasse. Faudrait pas non plus produire de la biomasse juste pour créer de l'électricité. Oui, c'est ça, parce que la difficulté, va être dans la gestion de ce qui nous permet de produire la biomasse, que ce soit, du bois ou toutes les matières, puisque, ces matières-là ne sont pas forcément renouvelables. Maintenant, on va passer à des énergies qui sont un peu moins, réjouissantes, donc les énergies fossiles. Donc c'est des énergies qui génèrent le plus, d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause de leur combustion et qui ont une durée de vie limitée.
c'est des énergies non renouvelables parce que la planète ne continue pas à les produire. Une fois qu'on a tout épuisé, c'est fini. En plus, elles causent beaucoup de tensions géopolitiques parce qu'elles sont réparties assez inégalement dans le monde. Mais pourtant, elles représentent quand même 2 tiers de la production d'électricité dans le monde. La première en tête, c'est le charbon. Le charbon provient de mines à ciel ouvert ou souterraines. On en trouve en très très grande quantité, ce qui fait qu'elle est très utilisée. Mais sa combustion, c'est la plus polluante de toutes les énergies, parce qu'elle émet du CO2, évidemment, mais aussi des particules volatiles dangereuses comme le benzène, qui sont très néfastes pour notre couche d'ozone. Pour la santé aussi? Et pour la santé, évidemment. Ensuite, on a le pétrole. On peut l'appeler aussi communément le mazout ou encore le fioul dans le langage courant, lorsqu'on parle du chauffage d'une maison, par exemple. Je vous passe l'explication sur qu'est-ce que c'est le pétrole, mais on peut s'arrêter quelques secondes sur ses impacts en tant qu'énergie. Donc sa combustion, comme celle du charbon, émet beaucoup de CO2, de méthane et d'autres substances toxiques. Et on peut se rappeler aussi de catastrophes écologiques qui sont dues aux marées noires. Parce que le pétrole, en fait, a l'avantage d'être facilement transportable, en bateau notamment, ce qui le rend facilement exportable aussi. Ouais, c'est très tangible comme énergie. C'est ça. Et donc, en fait, c'est une énergie qui peut être accessible partout sur la Terre. D'autres le sont aussi, mais dans les énergies fossiles, il y en a peu. On a également d'autres énergies fossiles que l'on peut nommer sous le terme de gaz. Il y a plusieurs sortes de gaz qui peuvent produire de l'énergie. On a les gaz fossiles, sont des mélanges d'hydrocarbures constitués essentiellement de méthane que l'on extrait de roches. Il en existe de plusieurs types et on entend souvent parler dans les médias de gaz de schiste. Le gaz de schiste a la particularité d'être enfermé dans des roches qui sont imperméables, ce qui n'est pas le cas par exemple d'autres gaz. Comme les énergies précédentes, les gaz fossiles génèrent du dioxyde de carbone lorsqu'ils brûlent et ce sont aussi des ressources limitées. Et il y a aussi d'autres types de gaz qui existent, qui sont un peu plus décarbonés. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on compte notamment l'hydrogène et le biométhane. La combustion de l'hydrogène, en fait, ne génère que de l'eau, pas de dioxyde de carbone. Donc, on peut s'en servir comme carburant, on peut le stocker sous forme de piles pour pouvoir générer de l'électricité lorsqu'on en a besoin. L'hydrogène est disponible en très grande quantité, mais il n'est pas forcément très accessible. Donc, pour faire un peu de chimie, ce qu'on appelle hydrogène est en fait du dihydrogène, donc 2 atomes d'hydrogène, et il est souvent mêlé à d'autres molécules. On a 2 méthodes pour le récupérer. Donc, soit on le récupère à partir d'hydrocarbures, donc de pétrole, ou soit on le récupère à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc, en fait, en faisant passer un courant électrique dans l'eau. Pourtant, 90% de la production d'hydrogène dans le monde utilise la première méthode. Mais pour la seconde, ça demande quand même une consommation électrique. Les différentes étapes de fabrication de l'hydrogène en font un gaz qui a un très mauvais rendement, de l'ordre d'uniquement 25 à 38%. Et pourtant, s'il est créé à partir d'eau, et si l'électricité elle-même est verte, et également si l'on trouve des solutions technologiques pour le stockage et l'utilisation, l'hydrogène, ça reste quand même une très bonne option, une meilleure option que les énergies fossiles. Oui, c'est vrai que ce qui se dit, c'est que ça peut permettre de stocker de l'énergie renouvelable, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop la stocker, donc on pourrait la stocker sous forme d'hydrogène plutôt que la perdre, par exemple. Oui, ça peut tout à fait être une possibilité, mais il y a beaucoup d'avancées en fait qui doivent être mis en place et aussi de choix, donc notamment le choix d'utiliser une électrolyse de l'eau et non pas de continuer à utiliser du pétrole pour pouvoir le produire. On n'est pas encore sur une énergie extrêmement mature dans le cadre d'une production propre, quoi. Tout à fait. Et dernière énergie? Et enfin, la dernière énergie, notre cher nucléaire, très présent en France. Dans les centrales nucléaires, on réalise des réactions de fission des noyaux d'uranium. Et une partie de la chaleur dégagée est transformée en électricité. Contrairement aux énergies fossiles, l'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre lors de sa production. C'est important de le savoir. Uniquement lors de la fabrication des centrales et de l'exploitation des mines d'uranium dont on a besoin. Néanmoins, la question des déchets radioactifs est quand même assez souvent pointée du doigt et la gestion de ces déchets, les risques d'accident en font une énergie qui est dangereuse, qui est sujette à beaucoup de discussions.
On a quand même près d'1 million de mètres cubes de déchets radioactifs qui s'accumulent dans notre territoire. Et puis, il faut mentionner aussi que les centrales nucléaires ont besoin d'une énorme quantité d'eau pour pouvoir refroidir cette, fission et que cette eau-là est rejetée, après traitement à une température qui peut être, plus élevée que la, température des rivières, par exemple, et du coup nuire à la biodiversité. OK. On voit bien qu'il y a aucune énergie qui est parfaite, même si on voit bien qu'il y en a qui ont quand même un impact, bien meilleur, que d'autres. Et donc justement, le sujet des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise, sur la question de l'énergie? Oui, en effet, maintenant que vous saisissez bien, les différents types d'énergie, en fait, ça doit vous permettre de faire des choix, de vous impliquer aussi sur ce terrain. Donc du coup, mon premier conseil, c'est de réduire la consommation. C'est vraiment à la fois un gain environnemental, mais aussi un gain économique pour les entreprises, même au niveau personnel. D'ailleurs, dans le cadre d'un bilan carbone, on évalue la dépendance au pétrole et au gaz et l'impact économique que ça peut avoir demain sur l'entreprise. Parce qu'effectivement, si on a besoin d'une grande proportion, d'électricité pour réaliser un produit, s'il y a une explosion, des prix d'électricité comme, il y a en ce moment, eh bien, il a un impact également sur, le prix du produit qu'on fera payer au client et potentiellement le produit se vendra moins bien. Ouais. Le bilan carbone, c'est justement un bon moyen d'estimer concrètement l'énergie que votre organisation utilise. Pas uniquement pour l'électricité et le chauffage, mais également dans le cadre des déplacements des salariés ou de la fabrication de vos produits ou des produits que vous achetez. Une fois que vous connaissez vraiment la dépendance énergétique, vous recevrez du coup des conseils qui sont personnalisés à votre entreprise. Certains peuvent être très stratégiques et d'autres peuvent être beaucoup plus faciles à mettre en place. L'idée, c'est que ce soit personnalisé et que ce soit rationnel et chiffré pour vraiment montrer comment vous pouvez réduire votre consommation. C'est ça qui va être important. Vous pouvez faire des choix, comme par exemple, favoriser le mix énergétique français d'énergie renouvelable, en optant pour un contrat d'électricité avec un fournisseur engagé comme, les, Enercop. Ensuite, vous pouvez même aller plus loin, selon vos locaux, en produisant votre propre énergie. Ouais, donc en gros, on regarde ce qu'on consomme comme énergie, il y a moyen de réduire, de s'approvisionner autrement ou de produire sa propre énergie. Si on résume, maintenant on va faire comme d'habitude, on va se mettre dans la peau de tous les salariés qui écoutent ce podcast et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire concrètement pour mettre tout ça en place. Si on débute vraiment sur le sujet de l'énergie, on commence par quoi? On commence déjà à se renseigner et à faire le point, finalement, sur l'utilisation de l'énergie dans son entreprise. Est-ce que vous avez connaissance ou demandez autour de vous si un bilan carbone, un audit énergétique a déjà été réalisé? Est-ce que la consommation d'énergie est suivie dans votre entreprise? Peut-être que votre entreprise a déjà mis en place un plan d'action pour pouvoir réduire sa consommation énergétique et peut-être que dedans, vous pourrez trouver des actions où vous pourrez vous impliquer. Ok, donc déjà, on se renseigne là-dessus. Ensuite, une fois qu'on s'est renseigné, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme deuxième étape? Alors, le second pas, c'est vraiment aller voir, du côté, du fournisseur d'énergie de l'entreprise et puis, potentiellement changer de contrat pour, faire le choix d'un fournisseur plus engagé. Regardez notamment s'il y a des engagements d'énergie renouvelable, dans le cadre de ce contrat. Bah ouais, parce que tous les fournisseurs, en général, ils proposent parfois une partie ou même la totalité de l'électricité qui est issue d'énergie renouvelable. Et puis les tarifs professionnels aussi, ça se négocie et c'est différent du marché réglementé pour les particuliers. Donc ça peut valoir le coup de comparer les différentes offres et peut-être que ce sera pas beaucoup plus cher selon votre cas d'avoir des énergies renouvelables plutôt que un contrat d'électricité classique par exemple. Il y a même des dispositifs pour les entreprises qui ont de gros besoins énergétiques qui leur permettent d'investir et d'acheter directement la fourniture de tout un parc d'énergie renouvelable pour leur propre consommation. Et ça se passe enfin, c'est un achat de long terme, hein, et quand elles font ça, les entreprises, elles s'engagent sur 20 ans. Donc voilà, si vous voulez fouiller ce sujet-là, ça s'appelle un PPA, un Power Purchase Agreement. Bon, et une fois que peut-être qu'on a acheté de l'électricité renouvelable ou alors on a considéré que c'était pas pertinent, qu'est-ce qu'on peut encore faire comme troisième étape? La troisième étape, c'est l'action. C'est je réduis ou je produis. Donc vous connaissez, les domaines qui consomment beaucoup d'énergie.
Dans ce cas-là, passez à l'action avec l'aide de vos collègues, évidemment, en proposant des actions de réduction de la consommation. Si vous êtes dans une entreprise propriétaire des locaux, il y a possibilité de mettre en place des moyens de production d'énergie peut-être, comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, si votre entreprise, elle construit ou qu'elle agrandit ses locaux sur plus de 1000 mètres carrés, elle a l'obligation de mettre au minimum 30% de panneaux solaires sur sa toiture ou alors de végétaliser la toiture. Donc il y a même des obligations d'installer des énergies renouvelables dans certains cas. Et il y a même aussi des obligations maintenant de réduire la consommation d'énergie des bureaux. Donc ça, vous pouvez regarder le décret tertiaire si vous êtes concerné. Et il y a une troisième chose à laquelle je pense aussi sur ce sujet-là, c'est que, en fait, même si vous êtes dans un bureau, dans un immeuble, vous vous dites, maintenant, je peux pas installer des panneaux au-dessus de ma tête parce qu'il y a des voisins au-dessus, par exemple. En fait, il y a des systèmes maintenant qui s'appellent l'autoconsommation collective, qui permettent de faire installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'immeuble et de partager la production avec tous les résidents et travailleurs de l'immeuble qui le souhaitent. Il y a sûrement une solution, quel que soit votre cas, si vraiment votre entreprise elle est partante sur les énergies renouvelables. Et je pense que pour terminer sur les pistes d'action, j'ai envie de dire engager le dialogue avec vos collègues, plusieurs, c'est quand même mieux, auprès de votre direction, auprès des services généraux, sur toutes ces différentes solutions. Peut-être qu'ils y ont aussi pensé. Peut-être que le fait d'avoir différents collaborateurs qui s'intéressent à ces questions-là, ça va faire bouger les choses dans votre entreprise. Ouais. Ou peut-être qu'ils n'y ont pas pensé parce qu'ils n'ont pas le temps et du coup c'est toujours intéressant pour eux qu'un salarié amène le sujet et je sais pas comment vous êtes organisé mais voilà, vous pouvez même proposer d'être chef de projet sur l'énergie de votre entreprise s'il y en a pas par exemple. Donc voilà, tout est possible. Il ne vous reste plus qu'à l'inventer. C'est ça. Bon, alors maintenant qu'on est bien au point sur toutes les énergies, c'est l'heure d'accueillir l'invité du jour. Donc c'est Charles Roland de l'entreprise Charles Chocolat Artisan. Et il va nous raconter comment il a mis en place les panneaux solaires sur toit de son entreprise et il a plein de conseils à nous donner. Pour information, j'ai rencontré cette entreprise parce qu'elle a été accompagnée par mes collègues de travail et dans l'interview, il va les citer. C'est le service Edel. Comme ça, vous saurez ce dont il s'agit. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour que vous nous racontiez votre aventure dans les énergies renouvelables en entreprise. Avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter votre entreprise et un petit peu à quoi ressemble votre site aussi pour qu'on puisse se projeter? Bonjour, Roland Charles, je suis maître artisan chocolatier, donc vous imaginez qu'on est à l'intérieur d'une chocolaterie. J'ai créé la chocolaterie en 2009, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est plus de 40 salariés pour faire de la fabrication de pâte à tartiner. Et on est arrivé sur le site de Sivins, dans la Loire, en 2015. On avait un bâtiment de 1000 mètres carrés et on a fait un agrandissement en 2021, oui c'est ça, un agrandissement de 2000 mètres carrés supplémentaires. Ok, alors pour revenir au sujet des énergies renouvelables, vous avez décidé d'installer des panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous avez pris cette décision? Au niveau de la chocolaterie, on fabrique des pâtes à tartiner dites saines et durables, donc notre objectif c'est d'être sain et durable, non seulement sur les ingrédients, mais aussi l'emballage et la façon de fabriquer. Donc c'est une démarche globale et c'est une démarche naturelle, c'est pas une démarche qui est motivée par des raisons économiques ou autres. Donc le fait de pouvoir utiliser des énergies vertes ou locales ou autres que juste j'appelle un fournisseur d'énergie, je branche mon truc et je paye mon abonnement. J'avais envie de pouvoir produire ma propre électricité pour une partie de la fabrication de la chocolaterie. Donc le premier sujet sur lequel je me suis penché pour l'agrandissement de la chocolaterie, c'était tiens, si je mettais des panneaux solaires sur le toit. Voilà, donc ça a surpris tout le monde, l'ingénieur en premier, parce qu'il m'a dit mais pourquoi vous voulez vous occuper de ce qu'il y aura en toiture avant de regarder qu'est-ce qu'on met dans le bâtiment? Tout simplement parce que je voulais savoir si on pouvait produire presque être autonome en énergie, etc. Et voilà, donc le premier sujet d'agrandissement, c'était produire sa propre énergie. Ok, oui, donc c'était pour aller dans le sens de la démarche de production durable de votre entreprise. Est-ce que vous aviez déjà mis en place ou réfléchi à des étapes de sobriété énergétique aussi pour produire de l'énergie, c'est bien, mais moins en consommer, ça va tout à fait avec dans la démarche. Ou est-ce que vous vous approvisionniez déjà en électricité d'origine renouvelable?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Le début de l'économie d'énergie, c'est d'essayer d'en consommer moins. Et le but de produire notre propre énergie, c'est pas pour dire super, on va pouvoir la gaspiller parce que c'est la nôtre. Au contraire. Déjà, on peut pas produire suffisamment par rapport à ce qu'on a besoin. Et si on veut que le pourcentage d'énergie utilisée vienne de notre énergie produite, ben, il faut aussi diminuer l'énergie. Alors l'énergie, c'est pas que l'électricité, hein. Par exemple, on a certaines machines de fabrication qui consommaient de l'eau perdue, c'est-à-dire que pour refroidir les process de fabrication, on était pris sur l'arrivée d'eau froide, et puis c'était l'arrivée d'eau froide qu'on consommait, et après l'eau repartait jetée pour refroidir le process. Donc là, par exemple, on a utilisé un circulateur avec un système de refroidissement interne, et au lieu de consommer 500 litres par jour, ben on consomme 500 litres par an. Donc on a fait une grosse réduction sur les dépenses en eau potable. Si on pouvait avoir un puits pour refroidir, peut-être que demain on fera un refroidissement avec l'eau souterraine, hein. Ça, c'est des choses qui sont envisageables aussi. Et fournisseur d'énergie verte, la problématique, c'est que c'est très compliqué sur un côté entreprise d'avoir des accès en énergie verte. Donc oui, je m'étais renseigné, mais malheureusement, je suis resté sur un fournisseur traditionnel d'énergie, tout simplement parce que des questions de faisabilité. Ok, d'accord. Une question que je voulais vous poser aussi, c'est vous avez réfléchi tout de suite à mettre des panneaux photovoltaïques en toiture avant même de savoir ce que vous alliez mettre peut-être dans le bâtiment. Est-ce que vous avez imaginé utiliser d'autres types d'énergie renouvelable? Alors les panneaux c'est le plus simple, hein, souvent à installer. C'est un processus qui est relativement connu maintenant dans les entreprises et même pour les particuliers. Mais voilà, est-ce que vous avez imaginé d'autres sources d'énergie renouvelable? Alors on aurait pu dévier la Loire pour essayer d'avoir une roue qui nous fasse de l'énergie, mais bon, on est proche du fleuve, mais un peu trop loin quand même pour le dévier. Blague à part, j'ai effectivement pensé immédiatement à l'énergie solaire et à l'éolien. On n'est pas sur une région suffisamment sujette aux rafales de vent pour pouvoir produire de l'énergie avec de l'éolien, et les investissements sont quand même un peu plus abordables sur du solaire que sur de l'éolien. Que je suis pas un expert en énergie renouvelable ou énergie verte, mais voilà, les 2-3 sujets que j'ai étudiés m'ont fait me pencher sur les panneaux photovoltaïques pour produire l'énergie. Vous avez étudié ces 2-3 idées d'énergie renouvelable en partant sur le panneau photovoltaïque. À partir de là, qu'est-ce que c'est la première étape à réaliser quand on se questionne sur l'intérêt ou pas d'installer des panneaux? À qui est-ce qu'on s'adresse? Enfin voilà, ça a été quoi votre démarche dès le départ? Alors la démarche dès le départ, c'est de se dire voilà, il y a des spécialistes sur le solaire. Donc j'ai cherché un intervenant local suffisamment habitué à faire des installations en panneaux solaires. Donc c'est une entreprise d'électricité qui est basée sur Roanne, et le dirigeant est un fanatique de panneaux solaires, mais c'est voilà, un côté passion. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un peu le même principe que nous, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de mettre l'énergie renouvelable et du panneau solaire sur la chocolaterie, alors qu'il n'y avait pas de contrainte d'obligation légale encore à cette période-là. Tout comme on a décidé de mettre un transformateur électrique nouvelle génération, avant même que ça devienne obligatoire, parce qu'il y a une déperdition d'énergie qui est 5% moins élevée que sur les transformateurs électriques normaux qui étaient tolérés et acceptés jusqu'en 2020. Donc la première des démarches, ça a été de se tourner vers un spécialiste pour dire voilà, je vais faire un agrandissement. Je suis encore au projet de l'agrandissement, mais je sais que je veux mettre du solaire, que je veux produire de l'énergie verte, et je veux mettre un champ de panneaux photovoltaïques sur mon toit. Et l'avantage des spécialistes, c'est que tout de suite, ils vont dire quelle surface tu vas avoir, voilà ce que tu peux installer facilement. Si tu veux mettre plus, il y a des contraintes administratives supplémentaires. Tout de suite aussi de dire en fait rêve pas, c'est pas avec tes 2000 m² de toiture que tu vas pouvoir produire suffisamment d'énergie pour faire tourner toute l'entreprise, que la nuit c'est un peu compliqué, etc. Donc la première chose à faire, c'est dès qu'on a l'idée, il faut rencontrer des spécialistes. Et donc ce spécialiste, il vous a orienté, donc sur ce que je comprends, sur la surface de panneaux que vous pouvez installer, peut-être sur leur orientation. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs ensuite qui entrent dans la démarche? Je pense par exemple, il faut peut-être se connecter au réseau d'électricité. Est-ce qu'il faut prévenir son fournisseur d'énergie? Voilà, qu'est-ce que ça peut changer? Et ensuite, c'est qui les autres acteurs qui entrent dans la danse?
Démarrage, on découvre ce que sont les énergies renouvelables. Il y a les professionnels qui posent, qui sont concrètement sur le terrain, et puis il y a des structures comme Edel qui permettent d'approcher aussi le sujet parce qu'ils ont une très bonne connaissance des énergies renouvelables et aussi des éléments de mesure. Parce que souvent on se dit, déjà, est-ce que je sais combien je consomme réellement ? Ah bah oui, mon abonnement électrique, il est de tant de kWh. Oui, mais est-ce que tu sais ce que tu consommes réellement ? Oui, sur ma facture, je vois bien le nombre de kilowatts. Oui, mais qu'est-ce que tu consommes en instantané réel ? Oui, mais la puissance de mes machines nominales, c'est ça. Non. Voilà, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on n'a juste rien compris en regardant nos factures d'énergie, parce que la facture d'électricité, ça correspond à ce qu'on a consommé, mais quand et comment on l'a consommé, en fait, si on n'a pas un appareil qui fait les mesures directement sur le TGBT, on ne le sait pas. Donc, grâce à Edel, on a pu faire des mesures pour découvrir nos consommations réelles, à quel moment on consommait de l'énergie. Est-ce qu'il y a des périodes de la journée ou de la semaine où on consomme de l'énergie alors qu'on pensait que tout était éteint et que du coup on consommait pas d'énergie. Donc j'ai découvert ce que c'était que le talon de consommation électrique que je connaissais pas. Après les autres intervenants, forcément c'est Enedis, c'est ensuite les fournisseurs d'électricité puisque l'autoconsommation pure globalement n'existe pas quand on est dans l'industrie. On est obligé de rejeter l'électricité dans le réseau. C'est cette électricité qui ensuite va nous revenir, donc on fait de l'autoconsommation de fait, mais dans la réalité ça passe par 2 ou 3 compteurs et qui sont ceux d'Enedis et ceux du fournisseur d'énergie. Ok, et juste pour préciser ce qui vient d'être dit, donc talon de consommation, en fait ce que consomme le bâtiment au minimum un peu tout le temps, la consommation un peu de base hors activité, voilà. Et donc c'était ma question suivante. Il y a plusieurs modèles quand on installe des panneaux solaires. Donc vous avez parlé de l'autoconsommation. Donc j'installe des panneaux sur mon toit et je consomme directement la production, avec parfois une revente du surplus si jamais à certains moments il y a du surplus. Bon, en général c'est pas très intéressant financièrement, mais ça existe. Il y a la partie revente totale. Donc je produis, je revends sur le réseau. Alors ce qui est produit sur mon toit, a priori vu que l'électron va en général au plus court, ça revient chez moi en premier normalement, mais bon, dans l'idée du dispositif financier, c'est de la revente. Puis il y a même une troisième possibilité qui est de louer sa toiture à un investisseur qui installe et exploite lui-même les panneaux solaires. Dans ce cas-là, on est juste un intermédiaire, on loue notre toit. Vous avez choisi quel modèle et pourquoi ? Alors nous, l'étude rapide nous a permis de voir que sur nos 2000 m² de toiture, on allait pouvoir faire installer un système qui fait à peu près 200 kW crête. Donc la préconisation qui m'a été faite, c'était de dire il faut faire 2 installations de 100 kW crête. Ça c'était parce qu'à l'époque, c'était facile administrativement parlant et c'était réglementé les installations qui faisaient de 0 jusqu'à 100 kW crête. Donc on s'est arrêté à 100. Maintenant je crois que ça a changé, que c'est passé à 500. Mais dans notre cas, on a fait une installation 100 kW crête qui est portée par la SCI qui détient le bâtiment et qui est en revente totale. Pourquoi on a fait ça ? Parce que les prix de rachat de l'énergie diminuent tous les trimestres et on a signé en fait notre contrat de rachat d'énergie. Dès qu'on a eu un peu l'idée de faire le photovoltaïque, en fait, il fallait faire les premières démarches administratives et signer le contrat de rachat d'énergie tout de suite. Là, ça fait plus d'1 an que j'ai signé mon contrat de rachat d'énergie et j'ai pas encore commencé à produire. Mais au moins, mon prix de rachat, il est fixé. Et il a déjà diminué depuis 4 trimestres. Donc, la première phase, c'était signer le contrat de rachat d'énergie pour avoir une opération financière. Alors, le but, c'est pas de s'enrichir, c'est surtout de rentabiliser l'installation des panneaux. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la réalité, l'énergie qui est produite par les panneaux solaires, elle va aller dans mon TGBT, elle va passer par le compteur d'Enedis, et après, elle va revenir directement dans ma chocolaterie. Donc dans la réalité des choses, l'énergie produite grâce au soleil sur le toit de la chocolaterie va nous revenir directement. Elle sera passée par un petit compteur, elle aura fait quelques euros au passage et qui nous permettront de rentabiliser l'installation de panneaux solaires. Et la deuxième étape, c'est de faire des mesures de consommation réelle d'énergie, parce que quand on agrandit un bâtiment, bizarrement, on consomme beaucoup plus. Donc faire des mesures de consommation réelle d'énergie pour dimensionner
correctement la deuxième installation, qui devrait se faire globalement autour de 100 kW crête aussi, mais portée ce coup-ci non pas par la SCI mais par la chocolaterie, pour faire de l'autoconsommation. Et là, pour le coup, soit on a des systèmes de stockage avec des batteries, etc. Là, pour l'instant, c'est pas hyper développé, mais moi, je rêve d'avoir des batteries pour stocker mon énergie et ne pas perdre d'électricité. Si toutefois, quand on fait l'installation, on peut pas la stocker, cette énergie qui sera produite, par exemple, le samedi et le dimanche, on fera de la revente du surplus de production, parce que je trouve dommage de brider les onduleurs alors qu'il y a de l'énergie qui peut être produite. Je préfère revendre, même si ça couvre pas les frais, je préfère réinjecter dans le réseau de l'énergie qui est produite, parce que ça servira aux habitations qui sont à proximité de la chocolaterie. Ouais, tout à fait. Donc la seule différence en fait entre la revente et l'autoconsommation, c'est qu'en revente, en effet, c'est vous qui produisez concrètement, physiquement sur votre toiture. C'est juste que vous n'avez pas la garantie d'origine qui va avec. En autoconsommation, c'est chez vous et vous avez la garantie d'origine. Et c'est ça que vendent les fournisseurs d'énergie quand ils vendent des offres avec des énergies renouvelables. En fait, ils vous vendent les garanties d'origine. Donc vous avez dit que les panneaux ils sont pas encore en fonctionnement, mais voilà, ils sont installés déjà, ils sont prêts à être branchés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé tout ce parcours entre donc les rencontres avec les experts, les dimensionnements de la première phase, l'installation des panneaux, qu'est-ce que vous avez appris? Alors la première chose que j'ai appris déjà, c'est qu'on ne peut pas mettre du photovoltaïque sur tous les bâtiments et sur toutes les toitures. Il faut que le bâtiment puisse supporter le poids de l'installation, parce que voilà, les panneaux pèsent lourd, l'installation qui va avec, etc. Enfin, on va pas dire tiens, ma vieille grange de 1795, je vais lui mettre des panneaux solaires sur la tête. Il faut quand même bien étudier la toiture. Donc nous, la charpente déjà de toute l'extension a été conçue pour accueillir une surface de panneaux solaires totale. Donc là au moins on est serein, c'est solide, ça tient, il n'y aura pas d'autre besoin d'études à faire. En plus de ça, l'étanchéité et l'isolation qui est en toiture est compatible photovoltaïque. Donc ça, c'est pour des questions d'assurance. Et il n'y a pas que les assurances, parce que si concrètement il y a un problème et que ça prend feu, on sera rassuré de savoir que on a une isolation qui est étanche par rapport au photovoltaïque. Donc ça, c'est un peu le premier point technique. Ce que j'ai appris aussi, c'est que en fait, il faut pas être pressé. L'installation des panneaux, nous aujourd'hui, l'installation est terminée, tout est raccordé, les onduleurs sont là. Sauf que il y a toujours un truc administratif à remplir. Dans un charabia où on comprend que dalle quand on n'est pas du système, donc il faut choisir un installateur qui vous accompagne, mais pas juste qui vous accompagne, qui vous prend par la main sur l'intégralité des démarches du début jusqu'à la fin. Et un installateur qui vous prend par la main et prend en compte ces notions de délai, c'est-à-dire que il sait que ça va prendre du temps. Donc quelqu'un qui vous bouscule un petit peu aussi, parce que quand il y a un document à signer et à retourner, il faut le faire vite parce que derrière, Enedis va avoir 1 mois, 2 mois de délai de traitement. Qu'il y a toujours une petite tranchée pour tirer un câble qui n'était pas prévu. Donc, il y a le coût de la pause, il y a les coûts périphériques qui sont nécessaires par rapport à Enedis, et il y a un délai de traitement qui est juste hallucinant. Il y a un système administratif français archaïque qui existe et qui est juste imbuvable. On nous demande de remplir des dossiers avec voilà des mots qu'on comprend pas quand on n'est pas du tout du domaine. Donc moi j'ai mis un coup de pied un petit peu dans la fourmilière et notamment auprès de mon installateur en lui disant c'est simple, j'arrête de te payer l'installation tant que t'as pas fini de m'accompagner et qu'on produit pas de l'électricité. Pourquoi ? Parce que lui il avait pas compris que j'avais besoin d'être complètement pris par la main sur l'intégralité de cette démarche. Et on pourrait, nous aujourd'hui concrètement, on aurait pu commencer à produire de l'électricité fin août, début septembre. Et on n'a rien produit, et là on est début février. Donc voilà, les choses à retenir, c'est d'une, il faut bien préparer structurellement parlant l'installation pour le photovoltaïque, et après, il faut pas prendre les dossiers à la légère. Il faut vraiment les remplir le plus rapidement possible, le plus sérieusement possible, donc être accompagné de quelqu'un qui sait les remplir. Dans le choix de l'installateur, c'est hyper important, quelqu'un qui a l'habitude de remplir les dossiers, parce que derrière, il y a des délais de traitement. Enedis, ils ont des délais, mais très franchement, c'est pareil, il y a des interlocuteurs chez Enedis qui sont réactifs.
c'est pas tous des planqués et des fainéants, hein. Y en a qui sont vraiment réactifs. La démarche, elle mérite d'être expliquée et même de se la faire traduire par un schéma visuel pour comprendre qu'en fait, c'est pas juste j'installe et je branche et ça va bien se passer. Surtout sur une installation industrielle comme on l'a faite. Il faut y a des documents qu'on va remplir qui vont nécessiter des mois de traitement derrière, alors que ils auraient peut-être pu être remplis avant. Enfin voilà. Moi, si la deuxième installation qu'on va faire, là où je sais, c'est qu'on va gagner du temps parce que je serai au courant de tout ça et je vais essayer d'anticiper un maximum de démarches. Alors, il y en a certaines, on peut pas les faire avant que tel ou tel élément soit réalisé, mais je vais lancer toutes les démarches dès le début, dédier un salarié de l'entreprise à ce projet parce que forcément on est tous surchargés déjà dans nos journées, mais voilà, c'est un projet où je regrette de ne pas avoir pris un chef de projet qui prenne en main le dossier et qui le fasse avancer pas à pas et qui ne le lâche pas. C'est un peu une course dès qu'on se lance dans cette démarche-là. Il faut être bien accompagné, donc bien anticiper cet accompagnement-là, qu'on en aura besoin, à moins d'être un expert de l'énergie et d'avoir installé déjà plein de panneaux et d'avoir l'habitude de toutes les démarches administratives. Vous parlez des salariés, enfin de potentiellement détacher un salarié pour suivre le projet. Est-ce que ils ont été impliqués sur cette première tranche d'installation photovoltaïque? Est-ce que vous les avez concertés? Est-ce qu'il y en a qui se sont montrés intéressés ou méfiants? Enfin voilà. Comment ont été intégrés les salariés dans ce projet-là, s'ils l'ont été? Sur le projet, là, les salariés, ils ont été intégrés simplement par voilà, on agrandit la chocolaterie et on va mettre du photovoltaïque sur le toit pour produire une partie de notre énergie qu'on va consommer. Donc la réaction de tout le monde, ça a été ouais, chouette, trop bien, c'est génial, etc. Donc pleinement dans nos valeurs RSE naturelles qu'on peut avoir. Après, comme je le disais, moi, ce que je regrette, c'est de pas avoir confié à quelqu'un. Alors, c'est pas par égoïsme, hein, c'est aussi parce que j'avais personne de réellement disponible pour faire ça et personne de qualifié techniquement au sein de l'entreprise. Donc il y a pas eu d'implication autre au niveau de l'installation. La seule chose, c'est qu'ils sont tous hyper fiers, hyper ravis de savoir que y a l'énergie qui sera produite sur notre toit. Pour l'instant, on en est à ce stade-là et comme je disais sur la deuxième installation qu'on va faire, je vais détacher quelqu'un dessus pour qu'il s'en occupe pleinement pour que ça avance correctement. Et vous parlez des compétences à avoir pour suivre un projet comme ça. Qu'est-ce qu'il faut c'est quoi les savoirs, on va dire, minimum d'un salarié ou même d'un dirigeant pour suivre un projet photovoltaïque? Déjà, il faut être un peu passionné par le sujet. Parce que si on n'est pas passionné par le sujet, ça devient vite très lourd et au bout d'un moment on a tendance à vouloir dire bon laisse tomber, je referme le dossier et j'oublie. Il faut ensuite en termes de connaissances, c'est toujours pareil quoi, c'est se dire il y a du technique et il y a de l'administratif. On peut pas tout maîtriser. Il faut faire confiance aussi aux gens avec lesquels on décide de travailler. Donc les choses à savoir, c'est sur le choix des équipements. C'est vraiment important de demander les explications de pourquoi vous m'avez proposé tel panneau, pourquoi vous m'avez proposé tel onduleur. Il y a plein de panneaux qui existent, il y en a qui coûtent le double du prix et pourtant ils produisent pas le double de l'énergie. Au niveau de la qualité du matériel installé, en fait c'est plutôt sur les onduleurs qu'il faut mettre de l'argent entre guillemets plutôt que sur les panneaux. Ça c'est un peu le retour que j'ai pu avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait sur les panneaux, qu'ils soient asiatiques ou européens, la différence de capacité de production, elle est minime, mais vraiment minime. Il y en a un qui va restituer à 97% et l'autre à 99% par exemple la capacité d'énergie. Enfin, c'est vraiment minime en termes de différence de qualité de production. Par contre, c'est sur les onduleurs où les durées de vie sont beaucoup plus garanties sur les onduleurs européens. Et quand je dis garantie, c'est on a des garanties sur les onduleurs au niveau des durées de vie identiques à celles des panneaux. Alors que sur d'autres onduleurs,
voilà, les garanties sont pas là. Et s'il n'y a pas d'onduleur, il n'y a pas de production. Donc d'avoir un panneau qui produit pendant 20 ou 25 ans, mais si l'onduleur au bout de 10 ans il est mort et qu'on n'a pas souscrit à des systèmes de garantie pour le remplacer, derrière on produit plus d'énergie au bout de 10 ans. Et comme il faut entre 13... nous sur notre projet, normalement on a un retour sur investissement au bout de 13-14 ans. Si l'onduleur est mort au bout de 10 ans, on n'a jamais le retour sur investissement. Voilà, donc le choix du matériel et après le fait de souscrire son contrat de rachat d'énergie le plus vite possible, ça c'est hyper important si on est le cas d'une revente totale, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres risques ou d'autres aspects à prendre en compte quand on installe des panneaux photovoltaïques ? Oui, j'ai pas du tout pensé, excusez-moi, mais le côté assurance. Les assureurs ont peur de tout ce qui est nouveau. Normal, c'est des assureurs. Du coup, les banquiers, pareil, c'est normal, c'est des banquiers. Mais voilà, trêve de plaisanterie. Les assurances sont plus importantes avec des installations photovoltaïques. Il faut impérativement le dire à tous les intervenants qu'on va faire du photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que dans le PLU, au niveau de la commune, il peut y avoir des restrictions, que sur les installations qu'on fait, la construction du bâtiment, ils doivent savoir qu'il va y avoir une surcharge en toiture. L'assureur doit savoir qu'il va y avoir du photovoltaïque sur le toit parce que les primes d'assurance sont pas les mêmes. C'est pas forcément 1000 fois plus cher ou exorbitant, hein, mais c'est juste que c'est un risque supplémentaire. Donc le photovoltaïque doit faire partie de l'analyse des risques, que ce soit industriel ou sur un plan privé, particulier. C'est quelque chose à bien prendre en compte, le côté assurance. Et je repense à un élément, on a parlé tout à l'heure des solutions qui existent en énergie renouvelable, etc. Il existe aussi plusieurs systèmes de panneaux photovoltaïques, donc qu'on peut mettre en toiture. Là où les salariés, moi, sont intervenus en termes de questionnement, c'était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça aussi sur le parking ? Donc on a étudié, pour l'instant c'est pas réalisé, on verra si on le fera plus tard, mais la notion des ombrières de parking, puisque ça permet aux voitures d'être à l'ombre et en plus de ça on peut produire de l'énergie et potentiellement raccorder une borne de recharge électrique directement dessus. Donc ça existe aussi. Et il existe des systèmes de panneaux photovoltaïques double face montés sur des mâts qui tournent en fonction de l'orientation du soleil et qui permettent de produire normalement plus d'énergie qu'un panneau qui est juste posé sur un toit. Voilà, donc ça c'est des sujets qui existent, qui sont pas forcément très développés sur le point industriel, donc c'est pour ça que nous on est resté sur la classique installation en toiture, avec des notions en toiture aussi, il y a des notions d'inclinaison des panneaux qui permettent de mieux capter le soleil plus longtemps tout au long de la journée. Il faut connaître la trajectoire du soleil pour positionner ces panneaux au mieux, etc. Mais voilà, sur les points qu'il y a à bien penser, c'est on n'est pas seul dans cette aventure. Si on décide de produire de l'énergie solaire, il faut surtout pas le faire de manière égoïste. Il faut pas se dire en fait c'est pour moi. Donc tout à l'heure on disait la garantie d'origine de l'énergie. On a toujours besoin d'avoir des certificats pour tout prouver, mais quand on le fait dans une démarche volontaire au démarrage et qui est juste bienfaisante, voilà, on sait qu'on fabrique l'énergie au-dessus de nous et qu'on va la consommer et que s'il y en a en rab, elle servira pour nos voisins. Comme on fait des choses qui vont aussi être utilisées par nos voisins, il faut prévenir les voisins, prévenir la commune, prévenir les assureurs, prévenir tous les tiers qu'il y a autour, que ce qu'on fait, certes, c'est une bonne démarche, mais elle a un impact sur les autres. Et tout ce qu'on fait qui a un impact sur les autres, c'est bien de prévenir les autres. Voilà, bien penser à le communiquer autour. J'avais une question aussi, parce qu'on parle beaucoup de la fin de vie des panneaux solaires, parce qu'on aime bien les énergies renouvelables, mais on aime bien les détracter aussi. On parle du fait qu'elles elles sont pas 100% recyclables. Une fois qu'elles sont arrivées en fin de vie, au bout de 20, 30, peut-être 40 ans, il faut les traiter. Aujourd'hui, les usines de recyclage de panneaux, elles annoncent des recyclages à plus de 90%. Il y a aussi peut-être un coût de dépose à anticiper, le jour où il faudra peut-être les changer. Enfin, c'est sûr, un jour il faudra les changer. Est-ce que c'est des éléments aussi que vous avez pris en compte dans votre choix ? Oui, c'est des éléments que j'ai pris en compte. À ça, plusieurs réflexions. La première, c'était que j'étais persuadé qu'au bout de 20 ans, vu que les panneaux sont garantis 20 ans, je me suis dit au bout de 20 ans, les panneaux ils sont morts. Alors en fait, pas du tout. Les panneaux ils sont garantis 20 ans de fonctionnement avec un certain pourcentage de production d'énergie. Et au-delà, ils continuent à fonctionner. Et en fait,
la déperdition de leur capacité à produire de l'énergie, elle est pas si phénoménale que ça. Donc en fait, quand on pose des panneaux solaires, ça, on refera un podcast dans 30 ans, ça s'appellera peut-être plus podcast, mais voilà, et je vous dirai ce qu'il en est. Mais moi, mon objectif, c'est quand même de les mener le plus loin possible. L'entretien, il est extrêmement simple sur les panneaux solaires. S'il y a un panneau qui est cassé, on peut le changer au milieu d'une installation. Et donc sur leur durée de vie, déjà, moi, ma première surprise, c'était de dire en fait, mon installation, je vais pouvoir l'exploiter pendant plutôt 40 ans que 20 ans. Alors peut-être qu'ils produiront que 85% au lieu de 100% comme ils le faisaient au début, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ma deuxième base de réflexion, c'était de dire, je fais confiance en l'avenir. Je fais confiance aux ingénieurs et aux techniciens qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, la recyclabilité des panneaux, on n'est pas au top. En moins de 5 ans, on est passé à 90% de recyclabilité des panneaux, alors qu'avant, on était presque à que dalle, quoi. Personne ne savait trop ce qu'ils voulaient en faire. Je suis pas un partisan de dire ouais, on installe, on verra plus tard. Si on a installé, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a déjà des filières de recyclage qui sont en place, qu'effectivement maintenant on a des taux de recyclage qui sont vraiment efficaces. Par contre, je l'ai fait aussi avec cette notion de je fais confiance en l'avenir. Et puis dans 40 ans, quand il faudra déposer les panneaux parce qu'ils produiront vraiment plus assez, si toutefois c'est au bout de 40 ans, on remplacera par des panneaux de nouvelle génération et je fais vraiment, voilà, je croise les doigts et je crois en l'avenir. Ça c'est peut-être mon côté un peu doucement rêveur, mais là pour le coup j'y crois vraiment sur le côté recyclable de l'installation. Ok, bah oui, on l'espère tous parce que les panneaux se multiplient, donc voilà, les filières de recyclage se créent et d'ici en effet 20, 30, 40 ans, elles seront, on l'espère, très efficaces. On arrive à la fin de l'interview. Je voulais vous demander si vous aviez un dernier conseil à donner à une personne en entreprise qui voudrait aussi produire de l'énergie renouvelable avec des panneaux photovoltaïques. Vous avez déjà donné beaucoup de retours d'expérience et de conseils. S'il y en a un dernier ou un principal à retenir. Oui, le conseil tout simplement que j'ai à donner, c'est en fait il n'y a juste pas de question à se poser, il faut le faire. À partir du moment où on se pose la question de le faire, c'est qu'on a envie de le faire quelque part. Si on se pose la question juste pour quel est l'intérêt économique que je vais pouvoir retirer de ça, c'est qu'on n'est pas dans la bonne démarche, exactement, c'est les mots que je cherchais. Par contre, si on se pose la question de le faire parce qu'on se dit tiens, je vais être utile à la société en faisant ça. Alors, moi j'ai créé la chocolaterie pour être utile à la société parce que j'en avais marre que les gens mangent un truc industriel, gras et sucré. C'est pour ça que j'ai créé ma chocolaterie au démarrage. Donc forcément, quand je me pose la question de mettre de l'énergie, enfin de comment je peux produire ma propre énergie, je la fais pas avec des arrière-pensées financières, je la fais avec des arrière-pensées sociétales. Donc à partir du moment où on se pose la question de comment je peux contribuer à améliorer la société, et que ça passe par les énergies renouvelables, faut juste pas se poser la question, faut foncer à fond dans le projet. Alors il faut que toute opération qu'on mène soit équilibrée. Donc voilà, le projet il doit se financer sur une certaine durée, il doit s'autofinancer du coup. Mon conseil c'est, si vous pouvez produire de l'énergie, faites-le. Faites-le parce que on a la chance aujourd'hui de pouvoir produire notre énergie et de pas juste être dépendant de certains gros systèmes qui se mettent en place et qui sont gérés au niveau nationaux, européens ou j'en sais rien quoi. Donc produire de l'énergie locale, c'est un truc où il y a 50 ans, on pouvait même pas imaginer qu'on puisse produire notre énergie, hormis la petite éolienne qu'on se met à côté de la ferme dans le Far West, quoi. Mais sinon, on voyait pas comment on pourrait faire. Et c'est une vraie fierté que de pouvoir dire mon énergie, elle vient de mon quartier. Elle vient de, oui, on a une zone artisanale, une zone industrielle, et on produit notre propre énergie pour la zone. Donc voilà, moi le seul conseil que j'ai à donner, c'est arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des questions, jetez-vous dans le bain, et si on est entrepreneur, on est entrepreneur jusqu'au bout, et du coup, tout ce qu'on peut faire pour la société, il faut le faire. Super, merci. Ça me fait quand même penser une dernière question. Il y a des salariés qui écoutent le podcast, tout le monde n'est pas dirigeant. Un salarié qui a cette envie de foncer, qui est convaincu, mais qui doit convaincre sa direction d'y aller. En tant que dirigeant, vous donneriez quels arguments à mettre en premier? Alors, on comprend bien l'aspect autour des valeurs, de l'ancrage, de la production. Voilà, si vous deviez convaincre un autre dirigeant, vous lui diriez quoi?
Alors, si j'étais salarié dans une entreprise ou si je devais convaincre un autre dirigeant, effectivement, on n'a pas besoin de faire de chercher à comment faire du greenwashing, puisque on peut être écolo et vertueux naturellement. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes de production d'énergie alternative qui sont rentables. Je disais tout à l'heure, faut pas le faire dans un objectif économique ou financier, et pourtant il y en a qui le font. Donc s'il y en a qui le font, ça veut dire que c'est rentable. Et en plus de ça, quand on est entrepreneur, c'est le fait de prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, nous aujourd'hui, la chocolaterie, comme je disais, j'étais tout seul en 2009. Aujourd'hui, on est plus de 40. C'est pas moi qui fait avancer la chocolaterie, c'est toute une équipe, c'est l'ensemble des salariés. Donc toutes les personnes de l'entreprise sont des acteurs et ont de bonnes idées, doivent pouvoir les soumettre. Et si j'étais salarié et que je devais convaincre mon boss, déjà je bosserais un peu dans mon coin. Et j'arriverai avec un bout de projet un petit peu monté, avec des éléments visuels pour expliquer le pourquoi du comment je veux faire ça, à quoi ça va servir, à qui ça va servir. Et je pense que de plus en plus d'entreprises ont quand même une conscience écolo au sens large du terme, et qu'il y a de moins en moins de gens réfractaires à ces choses-là. Si toutefois les dirigeants sont réfractaires, c'est pas grave. Peut-être que par le biais d'un CSE, on peut monter un dossier de financement et avoir des ombrières de parking qui produisent de l'énergie. On peut montrer des exemples concrets de choses qui existent. On peut aussi aller dire à notre patron, tu vois, toutes les nouvelles grandes surfaces qui se construisent aujourd'hui, elles ont une installation photovoltaïque sur le toit. C'est tous des philanthropes, ceux-là. Donc forcément, il y a quelque chose à gagner dessus. Donc non seulement il y a à gagner sur le plan sociétal et environnemental, mais il y a un intérêt économique et financier qui peut se jouer aussi. Et quoi qu'il en soit, ça s'autofinance. Le petit point qu'on peut rajouter, c'est que on peut afficher aussi la quantité d'énergie qui est produite. Donc le but, c'est pas de chercher à se faire voir pour le plaisir, c'est pas de chercher à faire les malins en disant regardez ce qu'on fait, etc. Non, c'est de montrer pour l'exemplarité, montrer pour donner envie. Quand on fait des choses bien, ce n'est pas mal que de dire qu'on fait des choses bien. On va essayer, nous, de mettre en place des afficheurs sur notre site internet, dans nos boutiques, sur site, pour montrer la quantité d'énergie qui sera produite. Et je le répète, c'est pas juste pour dire regardez ce qu'on fait de mieux que les autres, puisque c'est plutôt de dire regardez ce qu'on fait, tout court. Et si nous on y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Donc affichons les bonnes choses qu'on fait pour donner envie aux autres de les faire aussi. J'adore tous les conseils que vous avez donnés. C'est super. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on espère que les panneaux seront bientôt branchés et produiront très très vite. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous retrouverez dans la description de cet épisode et sur le blog Écolo au boulot des ressources pour approfondir les sujets énergétiques dont on a parlé aujourd'hui avec Océane et avec Roland Charles. J'espère que vous avez à votre tour l'énergie et plein d'idées pour faire changer les choses dans votre entreprise. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'échanger et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao ciao!